Je vous ai beaucoup parlé des détournements stupéfiants qui ont eu lieu au Minnesota, où des Somaliens d'origine ont reçu pendant plusieurs années des centaines de millions provenant de la caisse de l'État, pour des affaires soi-disant urgentes liées à l'aide d'urgence à la population. Des centaines de millions. Certaines sources affirment qu'il y a eu une fuite et une disparition allant jusqu'à 9 milliards de dollars. Tout le monde se pose la question suivante. Comment se fait-il que les autorités locales n'aient pas remarqué qu'aucune cantine pour les pauvres ne disposait de cuisine ni de table, que dans des centaines de jardins d'enfants ouverts pour les démunis, aucun enfant n'était jamais apparu, et que le budget d'aide aux enfants autistes, par exemple à Minneapolis, est passé de 2 millions à 200 millions de dollars. Et le nombre d'autistes, il n'a pas augmenté et les services qui leur sont destinés n'ont pas changé. Tout est devenu clair lorsque la presse a obtenu un enregistrement réalisé secrètement lors d'une réunion entre le procureur général de l'État, c'est-à-dire du Minnesota, Ellison, et les principaux organisateurs du pillage des contribuables de l'État. Eh bien, avec un groupe de Somaliens. Parlons avec Monsieur Ellison. Monsieur Ellison, n'est-il pas vrai qu'en tant que membre du Congrès, vous avez parrainé la loi sur l'amélioration des transferts d'argent de 2014 ? C'était le RH 4386, tu te souviens ? Monsieur le député, je suppose que c'est exact ? Oui, je vous comprends. Nous présentons tous de nombreux projets de loi, mais l'objectif de ce projet de loi était de donner plus de pouvoir aux États pour enquêter sur les transferts d'argent. Tu t'en souviens ? Monsieur le député, je pense que l'objectif de ce projet de loi était de faciliter les opérations financières pour les habitants du Minnesota qui en avaient besoin. En réalité, vous avez transféré l'enquête sur les paiements par virement d'argent aux États et cela a été soutenu par l'Association somalo-américaine des transferts d'argent. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais c'est ce qui s'est passé. Monsieur le député, rappelez-moi, cette loi a-t-elle été adoptée ? RH 4386. Donc, cela a été soutenu par l'Association de résistance des Américains somaliens et c'était tellement important pour vous que vous avez dit, je cite, « C'est un grand jour pour la diaspora. C'est pour le pays, y compris les communautés somaliennes et Eshmong, et c'est ce que vous avez dit, et nous savons que la population somalienne du Minnesota a soutenu ce projet de loi. » Pour que ce soit plus facile à comprendre. En tant que membre du Congrès, l'actuel procureur général du Minnesota, Ellison, a fait passer à l'époque un projet de loi au Congrès pour que la fraude aux programmes fédéraux soit traitée localement, c'est-à-dire non pas par les fédéraux, mais par les autorités de l'État. Mais les Somaliens, qui ont ensuite été attrapés pour détournement de fonds, voulaient vraiment que, le cas échéant, ce soient les politiciens locaux qu'ils avaient achetés qui s'occupent d'eux, et non des représentants de Washington qu'ils ne connaissaient pas. Ce projet de loi a été adopté, je crois, en 2014. Le Minnesota a constaté de nombreux transferts d'argent à l'étranger. N'est-il pas vrai que, durant les 4 ans après la loi, plus de 100 millions de dollars ont quitté l'aéroport de Minneapolis via des Somaliens ? Depuis l'adoption de cette loi, les Somaliens ont commencé à transporter des valises remplies de dollars, des valises de dollars. Et en 4 ans, ils ont emporté environ 100 millions de dollars spécifiquement depuis l'aéroport de Minneapolis. Pendant tout ce temps, les autorités locales les surveillaient plus ou moins. Mais j'ai une question. Pour sortir une valise d'argent, il faut un document. Soit de la part du service des impôts, soit du bureau de 2 personnes, le procureur général et le gouverneur. Donc seul le service des impôts, le procureur général et le gouverneur ont ce droit, selon moi. Peut-être la CIA, mais ils ne font que passer la valise, non. Et apparemment, les Somaliens, et peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais même pas, transportaient non que des millions sans problème. Après que cette merveilleuse loi a été adoptée, donc, et tu étais au courant de ça, demande-t-il au principal responsable, de la légalité dans l'État. Il ne pouvait pas ne pas être au courant. Mais écoutons ce qu'il va répondre. Vous le savez ? Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Il n'a pas d'informations à ce sujet pour le moment. Il a oublié de se préparer pour les auditions au Congrès. Ou bien il s'est préparé et il n'a pas pris ou retenu cette information exprès. Et au cours des 2 dernières années, la TSA a identifié plus de 700 millions de dollars exportés et liés à des voyages en Somalie. Vous êtes au courant de cela ?
Ils n'ont pas seulement transporté de l'argent depuis leur aéroport, mais dans tous les points, il a été révélé que 700 millions de dollars ont été sortis des États-Unis par des Somaliens pendant les années où Ellison était procureur général. Non, monsieur, je n'ai pas d'informations là-dessus. Maintenant, le député Eli Braggs dit que ce qui a été emporté en Somalie sous votre mandat représente 40% de leur budget national. Pendant votre mandat en tant que procureur général, le volume des transferts d'argent envoyés en Somalie, qui d'ailleurs, selon certaines estimations, représente jusqu'à 40% du produit intérieur brut total de la Somalie. Et environ 40, le même chiffre, 40% des familles en Somalie bénéficient directement d'un avantage économique grâce à ces transferts d'argent. Si l'on passe à un autre sujet, savez-vous qui est Salim Saïd? Ce nom ne m'est pas familier. Monsieur Ikran Mohamed Abshir Amar. Donc, en 2021, vous avez rencontré un groupe d'hommes d'affaires somaliens. Et ces 3 personnes étaient bien là, non? L'affaire s'est passée à ceux qui ont organisé le vol, la contrefaçon, l'escroquerie. Tu les connais? Suite. Safari Restaurant. Le restaurant Safari, des partenaires pour des soins de qualité, des parties prenantes en restauration, certains partenaires nommés et des représentants de Nourrissons Notre Avenir. Y compris Abshir Amar, qui a déclaré qu'ils avaient rencontré des difficultés en raison de l'enquête menée à leur encontre. Et que ce comportement est très raciste, xénophobe et islamophobe. Vous vous souvenez de cette réunion? Il se peut qu'il ne se souvienne pas de cette réunion. Lors de celle-ci, il a promis de couvrir les Somaliens. D'ailleurs, c'est intéressant. En échange de quoi? Je pense que peut-être le procureur général ne sait pas encore que le Congrès possède un enregistrement de cette réunion. Un enregistrement fait en secret. Oui, je sais. Et je vais vous dire que ces gens-là se sont avérés être des escrocs. Ils m'ont menti personnellement, ils ont menti aux juges, au tribunal, ils ont menti aux institutions et aux agences gouvernementales. C'est précisément pour cette raison que nous avons contribué à ce qu'ils soient condamnés. Eh bien, continuons à partir de là, parce que vous ne vous souvenez peut-être pas de certaines choses que vous leur avez dites, précisément. Et peut-être devrions-nous regarder cette vidéo. Je ne sais pas, nous avons une vidéo préparée. Une vidéo? Quelqu'un a filmé la réunion? Non, sûrement une erreur, c'était sans doute juste un enregistrement audio. Vous les appelez et vous leur dites que ce n'est pas dans le bon format. Non, vous êtes virés, tout est fini, vos contrats sont résiliés. Et c'est pour ça que ça a attiré mon attention. Oui, je suis extrêmement indigné par cela, mais nous sommes en plein milieu d'une bataille. Bien sûr, je vous écoute. Et je peux vous dire ceci, Walz est d'accord avec moi que c'est une absurdité mesquine et stupide qui ruine les petits entrepreneurs. C'est tout simplement horrible. Car ce que vous considériez alors comme horrible, c'était l'enquête sur ces personnes pour fraude. Plus tard, vous avez accepté 10 000 $ de dons de ces mêmes personnes pour la campagne. Vous vous en souvenez? Je ne serai pas tout à fait... D'accord? Avec une telle description? Monsieur, non. Ce que je voulais dire, j'ai agi ainsi parce que cela vous met clairement mal à l'aise. Mais vous avez pris 10 000 $ de la part même des personnes sur qui vous étiez censé enquêter. Oui, non. Ce n'est pas tout à fait ça. Monsieur, non, ce n'est pas du tout exact. Si, c'est exact. Premièrement, vous avez bien sûr le droit de dire que ce n'est pas exact, mais les faits sont les faits. Il est clair qu'on donnait plus. La protection de centaines de millions de vols vaut plus, je pense, que Dix-Mille. C'est juste que ceux de Dix-Mille ont été attrapés. Eh bien, et cela suffit. Ellison a promis une protection. Avant cela, il a fait passer une loi selon laquelle c'est son bureau qui est responsable de la vérification et de la sanction des fraudeurs. Et ensuite, il a informé les voleurs qu'il allait les aider et les protéger. Les protéger de lui-même, bien sûr. Eh bien, de mon point de vue, cela vaut bien plus que 10 000 $. Comme vous l'avez probablement deviné, ou disons plutôt, vous ne serez pas surpris si je vous dis que Kit Ellison est un musulman pratiquant qui fréquentait les mêmes mosquées, réunions et fêtes que ses amis somaliens. Vous n'êtes pas surpris? Dans une autre grande ville d'Amérique, autrefois grande, New York, le grand monde de Zoran Mamdani a déclaré qu'il avait été attaqué par des extrémistes de droite. L'attaque, c'est une boîte remplie de clous et de boulons avec une bombe artisanale qui a été lancée vers sa maison. Il s'est avéré que ce n'était pas Rabinovitch qui avait gagné 100 roubles aux préférences, mais Ivanov qui avait perdu 3 roubles au football.
Pour le reste, tout s'est avéré exact. Le contre-manifestant, identifié comme Amir Balaïta, un homme de 18 ans, a allumé et lancé un engin incendiaire en direction du lieu de la manifestation. Amir, c'est comme Émir. Pensez-vous qu'il est anti-islamiste, donc anti-mandaniste, à cause de la liberté de conscience, de réunion et d'expression, ou bien tout le contraire? Les démineurs sont arrivés et ont examiné l'engin à la suite d'une inspection préliminaire et d'une radiographie. L'engin, d'une taille légèrement inférieure à celle d'un ballon de football, ressemble à une boîte entourée de rubans isolants noirs, ce qui est important, avec des écrous, des boulons et des vis, ainsi qu'une mèche artisanale qui pouvait être allumée. Je veux parler de cette dernière rumeur, même si je doute qu'il s'agisse vraiment d'une rumeur après la récente tentative d'attentat islamiste. Vous avez peut-être vu hier dans les médias des gros titres sur une menace d'explosion présumée devant le manoir de Zoran Mamdani lors d'une manifestation soi-disant d'extrême droite. Ils ont voulu faire passer cela pour une simple grenade fumigène. Mais comment les médias ont-ils présenté cette histoire? Cela donnait l'impression qu'un certain extrémiste de droite avait tenté de faire exploser Zoran Mamdani, sauf que rien de tout cela n'était vrai. En réalité, c'était tout le contraire. La victime ou la cible ici n'était pas Zoran Mamdani, mais les manifestants de droite eux-mêmes, après l'apparition d'un contre-manifestant radical islamiste. Et il a tenté de poser une bombe à clous, destinée à blesser, mutiler et peut-être même tuer précisément ces manifestants de droite, et non Mamdani. Alors, clarifions cela. Nous venons de voir comment un islamiste radical, un radical a tenté d'éliminer des manifestants de droite. Un autre symptôme des personnes et de l'idéologie même que nous avons bien sûr importée dans ce pays à travers la politique d'immigration que soutient Mamdani. Et pourtant, dans l'un des exemples les plus fous et absurdes de manipulation médiatique que j'ai vu durant toute l'ère Trump, ce qui en dit long, ils essaient de présenter cela et de rejeter la faute ici sur la droite. Et de cacher complètement le fait qu'il s'agissait littéralement d'une attaque terroriste islamiste radicale contre la droite, et non d'une attaque terroriste d'extrême droite. Mais nous sommes habitués à ce qu'on nous mente sans arrêt, qu'on hurle hystériquement en nous accusant de leurs propres péchés et actions. Et le plus intéressant, c'est que ce n'est pas tout. Ce qui est le plus intéressant, c'est que ce n'est pas tout. Car la police de New York est intervenue et explique maintenant ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ce n'était pas juste une grenade fumigène. Elle devait blesser mais n'a simplement pas fonctionné. Et oui, cela a été commis par des radicaux islamistes. Nous voyons toujours comment Zoran Mamdani lui-même rejette la faute de tout cet incident sur les soi-disant extrémistes de droite. Tout en couvrant et en protégeant bien sûr ces mêmes terroristes islamistes radicaux auxquels il sert manifestement d'une certaine manière. Comme à ses électeurs ici, c'est absurde, c'est absolument répugnant, mais en même temps, qu'est-ce qui peut encore nous surprendre, n'est-ce pas? Depuis le début, nous vous avons dit que le Parti démocrate soutient totalement la violence politique. Peu importe combien de fois il répète, nous condamnons la violence, nous sommes pour la paix. Non. Quand vous présentez tout ce qui vient de vos propres partisans de l'extrême gauche de façon aussi malhonnête, en les protégeant activement, bien sûr, pourquoi prenez-vous parti? Pour qu'il y ait plus de violence, n'est-ce pas? Quand vous mentez délibérément à ce sujet de manière à protéger les personnes qui commettent réellement ces attaques, oui, d'une manière ou d'une autre, vous soutenez cela, vous le sponsorisez. Nous savons d'ailleurs la véritable raison pour laquelle Mamdani ne veut tout simplement pas être honnête sur ce qui se passe ici. C'est intéressant, n'y aurait-il pas un lien personnel, n'est-ce pas? Et bien sûr, ils diront « Oh, tu es raciste si tu dis ça, tu es islamophobe ». Je le dis clairement ici, Zoran Mamdani, le maire musulman autoproclamé, couvre littéralement cela. Il ment ouvertement. Il couvre activement les terroristes islamiques dans sa propre ville. Vince dit qu'il ne serait pas surpris d'apprendre que Zoran et Émir fréquentèrent la même mosquée et participaient aux mêmes discussions et attaques contre le pouvoir. Ce que nous avons pu comprendre clairement à partir des premiers détails en nous basant sur qui étaient ces gars, où ils allaient et ce qu'ils faisaient, c'était clairement une tentative d'attentat islamiste visant la droite. Parce que, comme vous pouvez le voir, la gauche et ses alliés du djihad aiment commettre, soutenir et utiliser la violence contre la droite. C'est un phénomène assez courant, pour être tout à fait franc. Et à en juger par leurs actions, cela semble clairement intentionnel. Ce n'est pas simplement des gars qui perdent leur sang-froid et se battent. Non, ils sont venus ce jour-là avec l'intention délibérée de provoquer cette situation.
Et ce que nous pouvons maintenant confirmer, ce n'était pas simplement une innocente grenade fumigène, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague quelconque comme le laissaient entendre les premiers rapports. Non, c'était vraiment une bombe à clous qui devait exploser et disperser ses clous, ce métal et ses éclats partout. Le seul problème ici, c'est que ces assaillants n'étaient pas très intelligents et au final, la bombe à clous, bien qu'il l'ait allumée et qu'il y ait eu de la fumée évidente, n'a finalement pas explosé. Un autre coin de notre pays, l'État de Géorgie, le comté de Fulton, où se déroule la bataille pour découvrir la vérité sur le dépouillement des voix lors des élections de 2020 et 2024. Au centre de tout cela se trouve également le procureur général, comme Keith Ellison, mais pas de l'État, dans ce cas du comté, le comté étant une circonscription, la tristement célèbre Fani Willis, qui malgré une série de scandales n'a pas été démise de ses fonctions. Elle est donc restée procureure générale. Certes, elle a commencé à être attaquée de toutes parts, mais maintenant Bill O'Reilly et John Solomon se sont occupés de son cas. Solomon, selon vos propos, il y a quatre révélations clés. Examinons-les tous en détail. Quel est le lien entre eux, entre Biden et Fani? Oui, c'est incroyable. D'abord, rappelons ce qu'il a fallu pour obtenir ces documents. Nous avons dû aller en justice et nous battre 3 ans pour obtenir ces documents. Fani Willis disait qu'ils étaient protégés par le secret professionnel, puis elle a finalement cédé et nous les a remis la semaine dernière. Notre gouvernement agit souvent ainsi. Il cache ses secrets, même quand la loi nous autorise à les connaître. Mais nous avons gagné et il y a 4 révélations très importantes. Le plus important, c'est que Fani Willis travaillait directement avec le ministère de la Justice et le ministère de la Justice de Biden pour coordonner la création d'un 2e niveau de menace, d'un 2e niveau de coup, d'un 2e niveau de persécution et de poursuite judiciaire. Pour Donald Trump et ses 18 complices, il est également interdit par la loi américaine d'exercer une influence politique sur le tribunal, sur les avocats de la défense, sur les jurés, sur les procureurs. Bien sûr, cela se fait en douce, très discrètement, mais avec l'espoir que cela ne sera jamais révélé. Et là, justement, ça a éclaté au grand jour. Jack Smith avait déjà prévu d'inviter. Jack Smith prévoyait déjà d'inculper la plupart de ces personnes pour presque les mêmes chefs d'accusation au niveau fédéral. La tâche de Fani Willis était de les attraper et d'engager une 2e procédure au niveau de l'État afin d'épuiser leurs ressources, d'épuiser leur attention, d'épuiser leur capacité de réaction et de nuire à leur réputation. Donc, le ministère de la Justice soutient pleinement cela. Permettez-moi de vous arrêter là. Donc, c'était pendant la campagne électorale? D'accord, très bien. Trump contre Harris. Oui, Jack Smith début août, Fani 2 semaines après. Exactement. Donc, pendant la campagne électorale, Merrick Garland, qui occupe le poste de procureur général, et Jack Smith, procureur spécial indépendant, tous deux travaillent pour Joe Biden, vous comprenez? Ils ont aidé Fani Willis dans sa tentative d'obtenir des inculpations qui pourraient influencer le résultat des élections. Tout à fait exact. C'est ça. C'est une somme assez importante. Le deuxième point, c'est 17 millions de dollars de financement fédéral. Qu'est-ce que c'est? Alors que Fani Willis cherche à porter des accusations au niveau de l'État en plus de celles de Jack Smith, renforçant leur dossier, le ministère de la Justice invite Willis à postuler pour une subvention normalement attribuée de façon concurrentielle. Le ministère de la Justice dit en gros, pas d'inquiétude pour la concurrence, nous allons passer par un fournisseur unique, l'argent est garanti, envoyez la demande et recevez le chèque. James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre, ainsi que Jim Jordan, s'inquiètent, estimant que le ministère de la Justice a financé la poursuite au niveau de l'État. Et dans cette note que Fani Willis écrit elle-même au ministère de la Justice, elle dit en substance « Laissez-moi bien comprendre, vous me proposez une subvention, vous dites que c'est la seule source, et tout ce que j'ai à faire, c'est de déposer une demande. » Elle récapitule dans la note les faits, et nous avons eu la chance d'obtenir ce document. Et il s'agit de 18 millions, c'est une somme énorme. Exactement. C'est vraiment beaucoup d'argent. Oui, et c'est déjà le deuxième. La troisième révélation concerne la Maison-Blanche de Biden. Dans ce contexte, Fani Willis cherche à obtenir un accord de l'avocat de la Maison-Blanche de Joe Biden pour renoncer au privilège du président Trump. Le privilège exécutif dont chaque président doit bénéficier pour recevoir des conseils de ses conseillers sans ingérence. Au niveau fédéral, il a déjà été abandonné, mais il est très rare dans l'histoire des États-Unis que le privilège exécutif soit annulé dans la législation d'un État. En fait, je ne trouve aucun cas où il a été abandonné dans une affaire d'État auparavant. Donc, c'est une véritable conséquence pour les futurs présidents.
Les futurs présidents devront gérer ce que Joe Biden a fait ici. Si un État veut votre privilège, nous y renoncerons aussi. C'est la troisième grande révélation. Et la quatrième grande révélation. Les démocrates du Capitole, la Maison-Blanche et le ministère de la Justice de Biden, ainsi que les membres démocrates du comité du 6 janvier au Congrès, sont impliqués et envoient des preuves. Avant la fin de l'enquête, ils passent par le ministère de la Justice pour donner à Fani Willis un maximum de ressources et d'informations d'opposition nécessaires pour attaquer Donald Trump. Est-ce illégal pour le comité fédéral, ou comment s'appelle ce comité qui enquête sur les événements du 6 janvier? Ont-ils le droit légalement de transmettre les informations qu'ils ont obtenues à un État pour engager des poursuites pénales au niveau de l'État? Non, ils peuvent recommander où ils veulent. Le Congrès a de grands pouvoirs. La question juridique que le procureur de Miami, qui a hérité de cette affaire, examine actuellement de complot pour instrumentaliser la justice est: que se passe-t-il quand 4 personnes travaillent ensemble et détestaient ouvertement Trump? Rappelez-vous, Fani Willis s'est présentée avec l'intention de faire tomber Trump. Si leur objectif était d'empêcher le président Trump de gagner les élections, si leur objectif ou la conséquence de leurs actions était de le priver, lui et ses partisans, de certaines libertés civiles, et alors, en fait, ces actions, qui sont par ailleurs légales, pourraient être considérées comme un acte manifeste dans le cadre d'une conspiration criminelle. Donc, d'après nos rapports, nous savons que ces documents, ces dossiers que nous venons de recevoir, que nous venons de rendre publics, ont été transmis au ministère de la Justice par des membres du Congrès. Ils les examinent, cela fera sans doute partie de l'évaluation du procureur de Miami. C'est un autre exemple de conspiration où le désir d'atteindre Trump a bafoué les libertés civiles, les droits civiques et la procédure légale. Messieurs, toutes ces actions, comme vous l'avez entendu, vont à l'encontre de l'esprit de notre Constitution, de nos lois. Ont-ils franchi la limite de la légalité, c'est-à-dire ont-ils enfreint la lettre de la loi? Je ne sais pas. C'est le procureur spécial en Floride qui va en décider maintenant. Il nous semble à vous et à moi qu'ils ont franchi la limite, mais nous n'avons pas, disons-le ainsi, la formation nécessaire. Nous n'avons pas de formation juridique ni de spécialisation dans ce domaine du droit. Eh bien, à mon avis, c'est une ingérence dans les élections. Voilà le problème. Ils essaient de changer le cours des élections, le vote lui-même, en aidant une femme qui, de toute évidence, est irresponsable. Toute l'affaire a été classée et elle a été radiée du barreau, mais elle est toujours procureure générale. Voilà où est le hic. Merci, John. Nous apprécions cela. Faites-nous savoir si vous avez d'autres informations. Revenons à Minnesota. Pour l'instant donc, le recordman du pillage, même si je vous assure qu'en Californie ils en trouveront d'autres, a été inculpé. Selon les données de l'État recueillies par Kerry 11, cela représente 10,2 millions sur 4 ans. Sa propriétaire, Fahima Mohamoud, est accusée de fraude fédérale électronique après avoir déclaré avoir nourri 1000 enfants par jour pendant la pandémie chez Future Leaders. Et au centre de tout cela, une autre nouvelle immigrée remarquable, également membre de la communauté somalienne, Ilhan Omar, que le groupe de 7000 pirates somaliens a envoyé au Congrès pour représenter leurs intérêts. Et elle défend bien leurs intérêts. Accusé de pots de vin pour recruter des enfants, de falsification de diagnostics et de fraude à Medicaid, une affaire d'abord couverte par Lou Ragius en septembre. Il nous rejoint avec plus de détails depuis la rédaction. Julie, c'était une escroquerie de 6 millions de dollars orchestrée par un homme qui n'avait que 22 ans lorsqu'il a ouvert cette soi-disant clinique de l'autisme, le centre de l'autisme Star à Saint-Cloud. Abinajib Youssouf a reconnu que ces soi-disant investisseurs avaient amené du personnel non qualifié, des membres de la famille âgés de 18 ans et plus pour fournir des services médicaux. Ils recrutaient ensuite des enfants de familles somaliennes pour des services contre des pots de vin payés avec l'argent public. Beaucoup de ces enfants n'étaient pas autistes. Youssouf admet avoir obtenu ces diagnostics frauduleusement. Au bout de 4 ans, le centre de l'autisme Star avait accumulé 6 millions de dollars en remboursement. Youssouf a envoyé 200 000 dollars au Kenya et a dépensé 100 000 dollars pour une semi-remorque Freightliner. Il n'a pas dit combien de ces 6 millions il avait gardé pour lui. C'est-à-dire tous ceux qui étaient pas proches du pouvoir, Keith Ellison, Ilhan Omar, Zoran Mamdani, Fani Willis et d'autres. Donc toute personne qui était proche d'eux pouvait enregistrer une organisation de soins, disons, pour les personnes dans le besoin.
Normalement, il faut du personnel qualifié, de l'équipement, des licences, des diplômes, de l'expérience professionnelle. Il n'avait besoin de rien de tout cela. Parce que le pouvoir s'occupait d'eux. Ilhan a fait adopter au Congrès une loi facilitant la compensation des fonds dépensés à des fins caritatives. Eh bien, c'est une bonne loi, n'est-ce pas, une loi bénéfique. Donc Ilhan a fait adopter cette loi, et Keith Ellison a fait adopter la loi sur le transfert de la surveillance de la fraude. Eh bien, c'est justement ce qu'Ilhan de Washington a fait adopter via le procureur général de l'État. Quel bon tandem! Oui, ils ont réussi. Youssouf est désormais le deuxième suspect dans une vaste fraude liée au centre d'autisme. Les deux suspects ont déjà plaidé coupables. Aujourd'hui, au tribunal, les procureurs ont annoncé vouloir inculper les soi-disant investisseurs de Youssouf dans ce système. Il risque environ 5 ans de prison à sa condamnation. Je me demande si nous récupérerons l'argent qui a été détourné, apparemment à hauteur de 9 milliards, et j'ai le soupçon que ce ne seront pas les bonnes personnes qui iront en prison, mais des boucs émissaires. Vous savez, comme on dit, des petits poissons, n'est-ce pas? Et l'argent sera repris à ces mêmes petits poissons, ceux qui traînent autour d'eux. Il s'avère qu'ils n'en ont pas tant que ça. Et quand, après avoir purgé 2 ans, ils en avaient pris 5, donc pour bonne conduite, 2 ans. Ils ont purgé leur peine au Minnesota, et ils sont sortis. Ils recevront beaucoup d'argent pour avoir gardé le silence. De ce même argent, volé chez nous. C'est pourquoi je dis toujours qu'il est très avantageux d'être criminel chez nous. On dit que le crime ne paie pas. Ça paie, ça paie. Si ce n'était pas avantageux, il n'y aurait pas autant de crimes. D'ailleurs, seulement 2,5% de l'argent volé est restitué à la caisse. Il faut changer le système. Remboursement des fonds plus tous les frais engagés en cours de route. Par exemple, les enquêteurs, juges et avocats étaient payés pour attraper la personne. L'hébergement en prison, la détention provisoire, la nourriture et les soins médicaux étaient inclus. Donc un préjudice. Un préjudice subi par la victime d'un vol, d'une casse ou d'un cambriolage, tant que le coupable n'a pas remboursé par son travail en prison. Il doit tout restituer tout en subvenant à ses besoins. Il travaille moitié pour lui, moitié pour rembourser. Tant qu'il n'a pas tout payé, il reste en prison. Je pense que cela réduira considérablement l'envie de voler. Beaucoup. Voilà. Mais au minimum, il faut fermer ces mangeoires. Il faut fermer ces mangeoires. Il faut juger et emprisonner ceux qui font ça, et punir leurs instigateurs. C'est très important. Punir leurs instigateurs. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine émission.